aussi mal debout sur cette terre que sur une vague, 2 vagues. Voilà, bonjour. Évidemment, merci d'être venus aussi nombreux. Formidable. Voilà. Et merci à Patrick d'être là ce soir. Il arrive donc de la Martinique, il est arrivé avant-hier. Et pour nous, voilà, un grand merci, c'est un privilège. Voilà. Donc cette soirée est organisée voilà, avec donc, évidemment l'Institut Tout le Monde, mais aussi la Fédération des ateliers de psychanalyse et aussi avec le soutien des éditions du Seuil, évidemment. Nous avons aussi des partenaires que je mentionne, notamment Air Caraïbes qui nous a permis justement d'amener Patrick ici ce soir. Hein, un grand merci à eux, vraiment. Et Outre-mer 360 qui voilà, est un média qui va nous permettre de diffuser aussi cette soirée, pas seulement ici à Paris, à la Maison d'Amérique latine, mais aussi partout dans la Caraïbe, puisque cette soirée va être diffusée, donc elle est filmée. Et un grand merci à Outre-mer 360 pour son partenariat. Et puis un immense merci encore à la Maison d'Amérique latine qui encore cette fois-ci nous accueille dans ce très beau lieu. Voilà. Donc nous accueillons Patrick Chamoiseau autour de son dernier livre, hein, le vent du Nord dans les fougères glacées. Vous en parlerez ce soir, je ne vais pas en parler. Cette soirée est d'abord à l'initiative et sera animée par Anna Angelopoulos, qui est ici, et Sylvette Gendre Dusuzo. Si vous voulez, cette soirée, à l'origine, part de leur séminaire. Attendez, voilà. C'est un séminaire qui, sur le conte et la psychanalyse, qu'elle développe depuis plusieurs années. Et ce séminaire travaille en fait les correspondances entre les contes populaires oraux et la clinique psychanalytique. Et cette année, leur thème est Tissé au bord du gouffre, ce qui n'est pas sans écho avec le gouffre d'Édouard Glissant, ce tout monde de la cale, d'où est née la créolisation. En fait, quand je pensais à cette soirée, qui est autour de ce dernier livre, essentiellement de Patrick, en fait, je suis revenue au premier livre de Patrick, Chronique des 7 misères, et notamment à la préface d'Édouard Glissant. Et je voulais juste, pour introduire cette soirée, citer quelques passages de cette préface qui me paraissait assez intéressant pour ce soir. Il disait « Je retrouve là le savant halètement des conteurs créoles. La parole y contraint d'attendre la parole, dont la chute étonne et éclaire. » Et il poursuivait plus loin. Dans l'univers multilingue de la Caraïbe, il nous avertit lui-même qu'il se considère comme un marqueur de parole, oiseau de cham ou cham-gibier, à l'écoute d'une voix venue de loin, dont l'écho plane sur les lieux de notre mémoire et oriente nos futurs. Et pour terminer cette préface, je cite encore « Si les héros dont nous rêvons, que nous créons, se rejoignent à ces croisées du conte, de la misère et de l'illumination, c'est parce que de nos Amériques monte le même champ d'ombre et de lumière. Patrick Chamoiseau nous en donne une version singulière, fidèle à la couleur d'ensemble et pétillant d'une inspiration très personnelle. Prenez plaisir à l'écouter.
Et je pense que ce soir, nous recevons Patrick Chamoiseau, le conteur. Voilà, le marqueur de parole. Anna Angelopoulos et Sylvette Chambre de Suzeau. Alors, Anna est psychanalyste et docteur en anthropologie sociale. Elle dirige depuis plusieurs années un dictionnaire encyclopédique sur le conte populaire grec, avec un abrégé en anglais. Elle a publié plusieurs livres en Grèce et en France, les contes judéo-espagnols des Balkans et les contes de la nuit grecque chez José Corti. En tant que psychanalyste, elle est membre de la Fédération des ateliers de psychanalyse et donne un séminaire intitulé Contes et psychanalyse en collaboration avec Sylvette Chambre de Fuseau. Cette année, le thème, je le répète, donc leur thème est Tisser face au gouffre. Sylvette Chambre de Fuseau est psychanalyste à la Fédération des ateliers de psychanalyse. Elle est docteure de l'Université de Paris 8. Elle a travaillé la question des liens entre inscription inconsciente et écriture dans plusieurs articles et dans un ouvrage sur Oscar Wilde et les contes, Père, j'ai mal à l'oreille, dans édition Césura. Il y a trois grands artistes qui nous accompagnent. Sophie Bourrel, qui va donc nous lire quelques passages du livre de Patrick Chamoiseau. Yvan Moral, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je suis là. Qui est là, excusez-moi, voilà. Et Marianne Mathéus. Voilà. Il y a des pays comme ça, où la mer est par devant la mer et par derrière la mer, et à tribord et à bâbord, et que le plus grand chemin du pays, c'est le chemin de la mer, qui n'a pas de chemin, même pour un canot, même pour 2 canots, même pour 17 000 canots. Parce que s'il y avait un chemin, même un petit bout de chemin, dans un petit bout sans bout de chemin, je l'aurais déjà piétiné pour moi-même. Solibo qui vous parle là, comme ça, aussi mal, debout sur cette terre que sur une vague, 2 vagues, et 1000 fois plus si vous voulez. Pisapani, pas d'importance, dirait Hortense qui danse dans la manigance. Mystiquerie, mystiquera. Solibo. D'aspect insignifiant, le maître conteur se métamorphosait en pénétrant dans une laronde. Au début, ce n'était rien, le dos juste une maille redressée, le pas qui marque juste le sol comme une autorité, le geste qui juste tranche dans du définitif. Rien. Puis, pile à l'instant où il ouvrait la bouche, le vieux nègre devenait quelque chose d'autre. Son chiffonné chapeau s'articulait tel une bannière. Son tordu de vieux bâton pelé se transformait en un sceptre inconnu qui semblait régenter une armée invisible. Il n'avait plus d'âge, plus d'origine, plus rien de familier avec qui que ce soit. Sa voix accusait des accents de tambour, des grondements d'océan, des cliquetis de pierres précieuses, des plaintes de jeunes filles, avec en plus la gamme plénière des criées animales. Elle circulait sur les 1000 variétés du son et de la vibration. Tout était habité. L'assemblée devenait alors un écrin de silence. Dans l'écrire, sur le canevas de l'impensable, rien ne se conçoit bien d'avance. Tout se découvre et se surprend. L'écrire, c'est éprouver tout héritage comme une donnée sans testament. Le compteur, la nuit et le panier. Et bien entendu, elle parla aussi au nom de la bête à 7 têtes, seul épisode dont j'ai gardé le souvenir. Vieille créature pantelante qui avait traversé des millénaires de contes, éprouvé 3 siècles de conteurs, et qui vivotait à présent dans des étroitesses de plus en plus désertes, et se mourait lentement en se réchauffant le corps avec les cendres rosâtres de sa propre gorge.
une véritable tristesse. Le vent du nord dans les fougères glacées. Donc je voudrais à mon tour remercier chaleureusement la Maison d'Amérique latine et l'Institut de tout le monde, mais tout particulièrement Sylvie Glissant qui était la cheville ouvrière de cette soirée et qui nous donne le plaisir d'avoir avec nous Patrick Chamoiseau ce soir. Grand plaisir pour les amoureux de la poésie, du conte, de la littérature et de la psychanalyse qui se pratique à sa façon dans le mystère de l'oralité. Grand plaisir de vous accueillir autour de votre trilogie sur le conteur ce soir. Votre trilogie, c'est-à-dire, je me réfère à Solibo Magnifique de 1988, Le conteur l'a mis le panier 2021 et Le vent du nord dans les fougères glacées qui vient de paraître en octobre 22. Dans Le conteur la nuit le panier, vous nous invitiez déjà à ouvrir une Laronde, comme dans la tradition des veillées antillaises, pour aborder la question de votre poétique, bien qu'il n'y ait pas de flambeau, de danseurs, de tambouillés, ni de morts. Nous nous retrouvons ce soir tous là pour approcher l'énigme du conteur et de sa parole. Dans vos livres, la rencontre avec le conteur se fait après coup. C'est son absence, soit par sa mort réelle ou par son retrait, qui déclenche la recherche de son art, de sa parole. Est-ce par le silence qu'on approche la parole du conteur? Oui, merci à tous, merci à tous ceux qui sont venus. Merci aux amis que je reconnais, qui sont... Ça me fait toujours plaisir de revoir des gens qu'on ne voit pas assez souvent. Et puis merci aussi à la Maison de l'Amérique latine. C'est une maison que j'aime beaucoup. J'appelle ça la Maison des Amériques. Un très très beau lieu où on a fait pas mal de choses avec Glissant. Alors ta question, est-ce que c'est par le silence qu'on aborde la parole? Oui, je pense que ce qui apparaît lorsqu'on écoute un vieux conteur, c'est qu'il y a autant de silence que d'expressions sonores. Il pouvait brusquement arrêter son récit et continuer, parce qu'en fait, l'expression du conteur, c'est une expression totale. Il est chanteur, il est danseur, il mime, il est comique. Donc la totalité de son corps est mobilisée dans l'expression. Et c'est d'ailleurs une des difficultés que nous avons eues dès le départ, lorsque Glissant d'une certaine manière très très tôt, même avant le discours antillais, il disait que pour la littérature des Amériques, la littérature des Caraïbes, il fallait absolument tendre la main au conteur, par-dessus l'oubli. Alors la rupture avec le conteur a été d'une certaine manière assez dramatique, dans la mesure où le conteur apparaît dans le système des plantations esclavagistes. Ce système va s'effondrer. Il y aura d'abord l'abolition de l'esclavage, donc d'une certaine manière une désactivation de l'écosystème dans lequel le conteur officiait. Et après, on a eu l'effondrement du système des plantations, avec une urbanisation très très rapide. Et très rapidement, le conteur s'est transformé. Donc on a eu le conteur primordial qui est vraiment dans l'écosystème plantationnaire esclavagiste, et puis après ça se délite doucement jusqu'à donner une pratique orale qui n'a plus grand-chose à voir avec l'oralité première. Mais lorsque la littérature va commencer avec cette perception qui va nous frapper de manière très profonde et très durable, une perception extérieure de la réalité antillaise, c'est-à-dire qu'ils vont retenir surtout l'aspect paradis. Et c'est là que va naître une sorte de littérature exotique, un regard exotique, qui pèse encore sur nous jusqu'à aujourd'hui. Quand vous dites Antilles, généralement à ceux qui sont à l'extérieur, ils disent cocotier, guine,
marinade, etc. Ce qui est vrai, hein, mais enfin, bon, et ça se construit immédiatement avec cette littérature de Colomb, parce que une des grandes misères du colon, en tout cas celui qui a l'esprit colonialiste, c'est qu'il est incapable de rencontrer le monde. D'ailleurs, le colonisateur ne rencontre rien, il écrase, il exploite, etc. Mais il est incapable aussi de voir le monde, sauf quelques rares exceptions inattendues, improbables, qui se sont produites et qui ont été magnifiques. Ce qui fait qu'ils vont rester à la surface des choses, et cette littérature va engendrer une autre littérature, celle des mulâtres. Donc les mulâtres, ils sont à moitié blancs, donc c'est des métis, et comme ils sont à moitié blancs, ils échappent au fer de l'esclavage, et il y a très rapidement une classe mulâtre, négociant, etc., qui peut envoyer ses enfants à l'école, et ces mulâtres vont rapidement se lancer à la conquête de la langue française et commencer à écrire. Et leur littérature sera ce que Césaire a appelé une littérature doudouiste, faisant référence à la doudou. La doudou, c'est dans le port de Saint-Pierre, qui était un lieu assez extraordinaire où les bateaux venaient, les marins, etc. Et il y avait toute une classe sociale de femmes, hein, qui vivaient de leur charme et qui attendaient les marins, et notamment la doudou, l'image de la doudou qui a régné d'ailleurs sur nos représentations, avec sa coiffe, etc., ses colliers, qui danse, qui chante, etc. Et pour Césaire, c'était vraiment la quintessence de l'esprit, la vision exotique, en tout cas la réduction exotique. Donc il va appeler ça la littérature doudouiste. Alors cette littérature va opérer deux ruptures. D'abord, elle s'écrit en français, alors que la langue du conteur est la langue créole, et elle va rompre avec l'oralité créole en rentrant directement dans les canons littéraires français, et occidentaux d'une manière générale. Et lorsque la littérature consciente, on peut dire que le début d'une littérature consciente dans nos pays, s'il fallait rester simplement du côté de la Martinique, mais Césaire est tellement considérable que je crois que son surgissement concerne pratiquement toutes les Amériques. Il y aura chez Césaire pas vraiment une prise en compte de la langue créole, mais je dirais une présence de la langue créole quand même, pour aller chercher, mais elle est là. Une récupération de l'oralité, la prosodie du conteur est là, dans le cahier de retour, etc. Les armes miraculeuses, tout ça, le flot narratif est là. Donc il effectue ce retour avec le conteur, mais il ne prend pas en charge totalement la langue et l'imaginaire créole. Donc pour ça, il faut attendre 800, qui lui va faire la totale, la langue créole ramenée dans la langue française, la construction de langage qui tient en compte les deux imaginaires, et le positionnement du conteur comme, d'une certaine manière, le père de l'expression littéraire. Ce que fait aussi Saint-Dion Perse, hein, toute la mise en scène poétique de Saint-Dion Perse accorde une place importante au conteur. Et c'est vrai que lorsqu'on étudie l'art du conteur, on s'aperçoit que le silence est aussi important que la parole, parce que le silence, c'est la place du corps, c'est la place de l'expression qui n'est pas dans la langue. Et je pense que c'est quand même important pour un écrivain, parce qu'un écrivain qui est confronté à une langue, ce qu'il utilise de la langue, c'est un au-delà de la langue. C'est-à-dire que la communication prend la langue en charge et on nous la présente, en tout cas on s'en sert de manière un peu fonctionnelle et je dirais en termes de transparence et de mise à disposition. Ce qui fait qu'il y a toute une dimension de la langue, hein, avec des silences, avec des sons, avec des vibrations, avec beaucoup d'éléments qui ne sont pas de l'ordre du lexique, mais qui sont dans la langue et que l'écrivain recherche aussi. Alors justement, je crois que c'est une chose à dire. Non, mais c'est pour te dire, Oui, entre le silence du conteur et ce que l'écrivain mobilise de la langue qu'il utilise, il y a un peu de ça. Hein. Il y a une partie non communicationnelle de la langue que l'écrivain utilise quand il pratique sa langue. Donc,
Effectivement, on peut, c'est une manière d'écouter le conteur que d'écouter ses silences. Tu vois, je suis bavard. Et moi, je voulais revenir à Solibo Magnifique, qui se trouve être le premier livre de ce qui a fait après trilogie, de ce qui fait maintenant trilogie, et ce livre qui contient ce défi qui vous occupe et qui nous occupe aussi, qui est la narration de paroles d'un conteur disparu dont on veut récupérer le savoir. Et votre premier écrit, Solibo Magnifique, nous précipite dans ce qu'on pourrait appeler le comble du conteur, c'est-à-dire s'étrangler avec sa parole. En pleine soirée de carnaval, en ville, à Fort-de-France, alors que le conteur sollicitait verbalement l'assistance, il tombe raide mort d'une égorgette de la parole. C'est-à-dire qu'il meurt par cela même qui lui donne vie comme conteur. La violence de l'enquête policière qui implique de fouiller au scalpel les causes physiques de la mort par l'égorgette inaugure une fiction qui fonde la trilogie, car qui crée aussi quelque chose comme la suppression de la métaphore finalement. Qu'est-ce qui motive cette énigme qui nous fait entrer dans le mystère du conteur en prenant la voie d'une enquête policière? C'est une énigme terrible, même si le conteur nous dit d'en rire, car le lecteur est interpellé en début de chaque chapitre pour pleurer tour à tour les personnages. Le lecteur est invité à pleurer. Pour qui pleurer? Pour Solibo. Qui pleurer? Doudou Ménard, Congo, Charlot. Vous êtes un personnage, Patrick Chamoiseau, dans ce premier livre sur le conteur. Vous dites être un marqueur de parole. Et en tant que marqueur de parole, Solibo vous interpelle sur la question de l'oralité. Je cite Solibo. « Cham, je ne me noierai jamais. Je deviens haut devant la vague. Je suis une vague. Cesse d'écrire Critia, Critia et comprends. Briser le rythme, c'est appeler sa mort. Tizibier, ton stylo te fera mourir, couillon. » En essayant à la fin d'attraper des restes de paroles de Solibo, de les arracher à la mémoire pour les transcrire, le marqueur de paroles que vous êtes éprouvera au cours de pages magnifiques d'ailleurs qu'écrire l'oral n'était qu'une trahison. Alors maintenant, après coup, que l'on a la trilogie, comment vous paraît aujourd'hui ce départ très violent, car l'enquête est très violente, sur le saisissement de la parole? On peut dire que j'ai été un grand lecteur de romans policiers. Maintenant, je n'arrive plus à les lire. Et j'ai toujours aimé cette contrainte qu'il y a des codes. Parce que les codes littéraires sont intéressants parce que c'est des sortes de balises qui contraignent un petit peu l'expression, mais qui libèrent en même temps. Je crois que c'est très intéressant parce que d'une manière générale, l'expression artistique est toujours artificielle. Le langage que j'utilise dans tous ces livres, même dans le dernier, Le Vent du Nord, c'est complètement artificiel. L'art est toujours artificiel, ce n'est pas le naturel, les Martiniquais ne parlent pas comme ça, et sans doute les conteurs ne parlent pas comme ça. Donc il y a véritablement une élaboration à partir d'un certain nombre de contraintes diverses. Donc la contrainte fait partie de l'acte de créateur. Il faut de la contrainte. En plus, non seulement il faut de la contrainte, mais il faut je dirais qu'il faut de la mesure et il faut de l'économie, d'une certaine manière. Bon, ça peut paraître bizarre que moi je parle l'économie, moi qui est plutôt un verbe un peu baroque, mais je pense qu'il y a la retenue, et ça on le voyait bien chez les conteurs. Ils ont une telle puissance narrative qu'ils auraient pu véritablement déborder et faire des choses beaucoup plus que ce qu'ils ne faisaient. Et on voit que dans l'acte de création, il y a toujours une retenue. Et s'il n'y a pas de retenue, on perd quelque chose d'important. Alors Solibo, il meurt égorgé par sa propre parole, pour de multiples raisons. C'était peut-être qu'il souffrait de voir la fin de l'oralité, parce que lui, il est un conteur de ville. Le système des tentations n'existe plus, donc il est complètement inutile et ça ne marche pas.
même si on essaye de faire des veillées, on fait des rondes, ça devient du folklore, tout ça, ça ne marche pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les conteurs, ils produisaient une expression totale. Cette expression totale mobilisait toutes les ressources dont ils disposaient en termes de langue, de références d'imaginaire, leur corps, tout était mobilisé. Et je crois que l'ultime ressource pour un conteur comme pour un grand artiste, c'est sa propre mort. C'est-à-dire que je pense qu'il y a et on l'a vu, hein, quand on regarde l'histoire de beaucoup de grands créateurs, ils se consument dans leur art. Et se consumer dans son art, faire de son art le lieu de la consommation, le lieu de sa disparition, je pense que c'est véritablement un extrême du surgissement de la beauté. Je me suis souvent demandé, lorsque je cherchais dans les plantations esclavagistes, je sais que les premiers surgissements d'appel ou d'invocation de la beauté se sont faits par les danseurs, les tambouriers, les chanteurs, etc. Et ça, c'est à peu près clair, les créateurs sont là, mais il y a une autre forme de création qui a existé dans les bateaux d'aiguillés, c'était ceux qui se suicidaient. Il y en a qui avalaient leur langue, etc. Et j'ai toujours considéré avec quand même beaucoup de prudence qu'il y a là une sorte je dirais, de saisissement, une élégance quand même du vivre, un extrême de l'élégance du vivre qui est de mourir en face de la déchéance et de refuser tellement radicalement la déchéance qu'on offre sa vie à ce refus. Donc il y a de ça hein, chez Solibo Magnifique, là, le fait d'aller jusqu'à la mort. Je pense que c'est quasiment naturel. Hein. Tout artiste meurt à chaque création. Et chaque fois qu'il tente quelque chose ou qu'il explore quelque chose avec son art, il y a beaucoup de choses qui sont défaites, il y a beaucoup de choses qui tombent, et on peut imaginer effectivement que la propre mort de l'artiste puisse faire partie de la création. Donc ça, ça me paraissait important de commencer comme ça. Oui, ça a commencé très très fort par rapport à la beauté. Alors moi, j'ai une question. Commençons par le début. Il est bien connu que depuis que l'humain parle, par la parole, là ça va mieux. Donc j'ai une question qui me tient à cœur. Il est bien connu que depuis que l'humain a la parole, il se met en récit, que le conte oral est collectif et voyage dans le village planétaire depuis des millénaires. Mais avec le conte créole, on entre dans un autre registre. Sous l'ordre esclavagiste, comme d'ailleurs vous avez dit, après la déshumanisation de la canne, vous nous apprenez que le conteur, qui renaît à lui-même, est un résistant. Dans une narration totale, le conte est-il un survivant et à quoi reconnaît-on le survivant? Je l'ai rencontré pour ma part dans le conteur La Nuit et le Panier, lorsque vous parliez de votre expérience propre, du choc des cyclones et du tremblement de terre qui avait tout dévasté autour de vous et de votre mère il y a longtemps. Vous dites avoir gardé ce choc en vous comme un conte de diablesse. Un conte de diablesse où la réalité de la catastrophe n'était plus si irrémédiable. Passer du côté de la fiction, de la chimère, lors du surgissement de l'impensable, des impensables, relève de la survie. Je voulais échanger sur ce n'était plus si irrémédiable. De l'impensable, fondamental pour moi. Est-ce qu'on devient survivant avec le survivant qu'est le conte?
Ah. Bonne question. Mais il y a plusieurs... c'est très complexe. Hein. La première chose, je ne pense pas que le conteur puisse être défini comme un résistant. Hein. La définition exacte, c'est que c'est un créateur. C'est parce qu'il est créateur qu'il est résistant. Mais dans la plantation. Dans la plantation, on a eu des résistants qui étaient les nègres marrons. Là, c'est des résistants. Ils s'opposent. Et le créateur, il fréquente, enfin, il élabore, il garde sa créativité. Hein, ça, c'est important. Il conserve une capacité créatrice que toute oppression élimine chez un être humain. Donc effectivement, un être humain qui parvient à garder sa puissance créatrice dans une situation comme ça est un résistant simplement parce qu'il reste humain et parce qu'il est un créateur. Ce qui fait que lorsque j'utilise, quand je désigne ces grands résistants à l'esclavage, qui étaient les danseurs, les joueurs de tambour, les chanteurs et les conteurs, je parle plus de créateurs que de résistants. La résistance est toujours étroite. Hein. La résistance, elle s'oppose à un ordre qu'elle veut défaire ou renverser, alors que le créateur ne s'oppose pas directement. Le créateur, ce qu'il exprime rejoint ce que l'humain a de plus lumineux, de plus éclatant, de plus, je dirais, irréductible. Et quand on est de ce côté-là, aucune domination n'est acceptable et aucune domination de... Ce qui fait que tous les arts, par définition, sont des lieux absolument précieux. La résistance se fait par les arts, mais ce ne sont pas des résistances en soi. Ce sont des capacités d'extension de la conscience, des possibilités du réel, du dépassement des impossibles, de la mobilisation de l'impensable. Ce que crée un système de domination dans les représentations et dans les identifications et les représentations, c'est que ça crée des impossibles, des murs, des fermetures, des enfermements, des stérilités, des fixités. Alors que l'acte de création, par définition, ouvre infiniment. Et pourquoi je pense que l'impensable est la référence, en tout cas la stimulation la plus parfaite pour un geste créateur, c'est que le geste créateur est toujours une sortie d'une norme installée, d'une norme admise. Donc, ils ont contesté fondamentalement le système esclavagiste qui était véritablement des systèmes de représentation intériorisés, très lourds, psychiques, corporels, pour jaillir dans un endroit qui est inconnu des esclavagistes et inconnu des colonialistes. À tel point que le maître lui-même, un maître esclavagiste, pouvait assister à une soirée de conte sans se rendre compte qu'il y avait là quelque chose qui se produisait. Donc ce sont pour moi des créateurs et l'idée était de dire qu'aujourd'hui la domination a changé, on n'a pas les mêmes contraintes physiques, hein. La colonisation n'est plus cette vieille colonisation brutale, même s'il y a des archaïsmes un peu partout. Il y a une autre forme de domination qui existe et qui est le capitalisme, le néolibéralisme, mais c'est une domination silencieuse qui capte les imaginaires et qui nous stérilise d'une certaine manière par l'imaginaire. C'est quoi, à un moment donné, je m'étais déclaré guerrier de l'imaginaire, en disant qu'on n'est plus dans les combats, dans les tranchées, les guerres anticoloniales, etc. On est véritablement dans la modification de l'imaginaire. C'est pourquoi je n'aime pas non plus les termes colonial, décolonial, tout ça. Quand on dit colonial, décolonial, colonialité sont des mots horribles, c'est qu'on place la colonisation comme le soleil noir à partir duquel on va déterminer, on va nettoyer toutes les persistances, etc. Alors que le créateur, par définition, là où il va saisir, où il va porter son surgissement, il n'y a pas de place, c'est un autre monde, il bascule dans autre chose, il est en train de construire un autre imaginaire. Et l'imaginaire que nous a proposé Glissant, qui est l'imaginaire de la relation, qui est très très difficile à définir,
C'est un imaginaire où le colonialiste, où l'acte colonial, le colonisateur, n'a aucun oxygène. Il suffit d'être dans la relation telle que l'a définie Boulguissan, et toutes les persistances coloniales, toutes les pesanteurs qui existent un peu partout et qui sont très difficiles à enlever, disparaissent. Donc on n'a pas besoin de la pratique décoloniale, on a besoin simplement de la relation. Et c'est elle qui nous donne véritablement cette avancée dont on a besoin. Parce qu'en restant en décolonialité, colonialité, on reste encore dans un univers qui a comme horizon je dirais, les stérilités coloniales. Et ces stérilités ne nous donnent pas la clé d'un autre monde, quoi. Je crois qu'il faut véritablement aller vers un autre monde, une autre conception, un autre imaginaire. Ce que fait le conteur, donc c'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, mais comme ce sont des créateurs, ils ont compris, ils avaient simplement le souci de rester humains, je ne sais par quelle obscurité, mais je crois que c'était des artistes, hein. Il y a eu des artistes esclaves et quelques artistes ont pu retrouver je dirais, la dynamique artistique, et sans même conscientiser leur opposition à un système, ils étaient en train d'élaborer un imaginaire qui était radicalement anti-esclavagiste et radicalement anticolonialiste, même s'ils ne l'ont pas exprimé directement. Mais on retrouve ça dans leur posture et surtout dans leur esthétique. Mais le jeune Patrick, celui qui a vécu la catastrophe comme un conte de diablesse et qu'il a fini par dire ce n'était pas si irrémédiable, est-ce qu'il était au début d'une création à ce moment-là? Ah oui, non, ce qui m'a frappé lorsque j'étais petit, moi j'ai vécu plusieurs cyclones en Martinique, et ce qui me frappait, c'est que le cyclone dévastait toute la ville. Et ma mère, qui avait ses 5 enfants, qui se battaient tous les jours pour nous nourrir, etc., après un cyclone, il y avait une sorte je dirais, de joie de vivre, d'exaltation. Elle renaissait. Le monde était détruit, il y avait un ordre face auquel elle était impuissante. Il y avait un tel bouleversement des choses que plein de possibles arrivaient. Et c'était assez extraordinaire de voir cette espèce de renaissance comme ça de plein de personnes qui étaient dans la souffrance et qui subissaient un ordre. L'ordre étant défait, là, une sorte d'exaltation, on revient, et ça m'avait frappé. Donc, j'ai toujours fait le lien entre le surgissement d'une catastrophe et en même temps le surgissement d'une renaissance. D'autant quand tous ceux qui vivent aux Antilles savent qu'après un cyclone, il y a plus de fruits, il y a plus de fleurs, les parcs. Donc il y a cette idée que dans le vivant, on sait depuis Héraclite que la vie se nourrit de la mort, que la mort se nourrit de la vie et que c'est indissociable. Et que pour surgir, il faut qu'il y ait des choses qui meurent. Et ça, c'est intéressant parce que le vivant nous le montre, mais l'acte de création, lorsqu'on a un surgissement de beauté, on a une sorte de catastrophe esthétique qui s'est produite parce qu'un surgissement de beauté va balayer toutes les normes en vigueur, tous les canons du beau qui se sont installés depuis le dernier surgissement de beauté. Chaque fois qu'il y a un surgissement de beauté, la page est vidée totalement. Et le créateur, dans son acte de création, c'est d'ailleurs pourquoi je m'intéresse beaucoup à l'acte de création, il y a ce moment très 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 particulier où la catastrophe esthétique va surgir et où le nouveau va venir. D'ailleurs, Faulkner disait, il disait, quand j'écris un roman, j'ai une vision comme ça, comme s'il est dans une forêt, il y a un coup de tonnerre avec un éclair, il voit un paysage d'une clairière dans la forêt, et puis l'éclair disparaît, il ne voit plus rien. Et il dit, une fois que j'ai vu le truc, après je vais passer des années à... Et je crois que le moment de l'éclair, c'est le moment de la catastrophe. C'est-à-dire un moment où le réel qui organise, en tout cas la réalité, cède devant un surgissement du réel. La réalité, c'est ce que nos imaginaires produisent et qui nous permettent de nous tenir nos croyances, etc. Alors que le réel, c'est véritablement l'infini des possibles.
Et lorsque le réel survient, les réalités sont considérablement bouleversées. Pour rester en Martinique, le cahier d'un retour au pays natal, je crois, beaucoup de poètes ont été injuriés, mais je crois que Césaire est injurié de la manière la plus... Parce que ce n'était pas la conception que les gens avaient de la poésie, et beaucoup de gens considéraient que pour lutter contre le colonialisme, ce n'était pas la poésie qu'il fallait. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est ce texte incompréhensible qui a permis ces surgissements. Donc la catastrophe, toute création possède intrinsèquement une dimension catastrophique. C'est-à-dire il y a une destruction qui s'est faite. Et cette destruction demande un infini courage. C'est un infini courage. C'est-à-dire un grand artiste, c'est quelqu'un qui a un courage esthétique absolument incroyable. Moi, je voulais en venir à l'écrire, justement, dans la suite de la catastrophe, parce que dans le conteur La Nuit et le Panier, on se laisse emporter par un refrain qui nous berce tout au long du livre, qui est votre écrire. Comment vous construisez votre écrire, comment vous le construisez avec les grands poètes, avec le monde, avec vous aussi, finalement. Donc, c'est comme un refrain. Écrire, c'est considérer cet obscur qui est le trauma de l'esclavage. Écrire, c'est aussi ceux qui lisent et relisent cette magie qui est le mystère du conteur. L'écrire, c'est cela aussi, une inconscience striée d'humidité lucide et de prétention folle. Écrire, c'est l'innombrable solitude d'un vivre avec. Écrire, c'est aller à contre-mot d'une gloire régnante. L'écrire se frotte à l'oral. L'écrire survient quand on quitte l'écriture. Et là, vous inaugurez un chemin singulier de la création, dont le créateur est le chemin, avec son maître de cérémonie, la main qui écrit comme un marronnage instinctif dans la sensation d'écriture. On pense à la main de Maupassant un petit peu. On va vers l'inconnu et vers l'ouvert avec votre écrire. Et je me disais, est-ce que c'est cet écrire du conteur et du panier, du conteur La Nuit et le Panier, qui vous a entraîné, malgré vous, dans le Vent du Nord, dans les fougères glacées? Ah oui, ça c'est clair. Solibo Magnifique, c'était simplement s'approcher de l'oralité. J'étais pas encore au niveau du Vent du Nord. C'était aller et comment suis écrivain antillais, créole américain. Je sais que l'oralité c'est à la base de la création. En tout cas, ça fait partie de notre irréductible. Que la langue créole aussi. Donc c'est des choses à récupérer. Donc je sais qu'il fallait ramener la langue créole avec son imaginaire dans ma pratique de la langue française, que le problème n'était pas de rentrer dans ce que faisaient les colonialistes, hiérarchisation ou essentialisation d'une langue, mais de bâtir son langage, comme l'expliquait Glissant, dans toutes les langues qui nous étaient données. Ça, c'est un premier stade relativement élémentaire. Mais l'autre stade, c'est de rentrer véritablement dans, je dirais, l'esthétique du conteur. Il y a une boîte à outils du conteur, des conteurs de plantation, qui sont infiniment complexes et qu'il nous faut récupérer. Et c'est aussi parce que j'ai compris que si on opère, parce qu'on parle de la transmission dans le Vent du Nord, si on prend l'oralité du conteur créole et qu'on reste sur simplement conserver la dimension orale, la narrativité orale, les stratégies narratives orales, pour les ramener à l'écriture, je crois qu'on entre dans une folklorisation de l'oralité. On l'a vu, bon, chaque fois, on a plein de textes qui écrivent l'oral, ça n'a pas de sens. La folklorisation, elle est terrible, parce qu'elle reprend des mécaniques, elle fait survenir des mécaniques mortes. Elle est morte. Alors que, là où j'en suis avec le Vent du Nord, j'ai compris que la transmission n'était pas la transmission de la mécanique, mais c'était véritablement la transmission de l'esthétique. Et l'esthétique est beaucoup plus profonde. Et c'est ça qui me paraissait important. Et la seule manière de transmettre une esthétique, c'est de transmettre une expérience esthétique. Et c'est quoi le Vent du Nord dans les fougères glacées? C'est une récupération de l'esthétique du conteur par des gens qui vont vivre eux-mêmes une expérience esthétique.
expérience esthétique qu'ils n'avaient pas pu vivre jusqu'à maintenant. Ils écoutaient les conteurs, etc. Ils étaient embarqués dans des choses qu'ils ne comprenaient pas, il y avait des choses qui les nourrissaient, etc. Ils sentaient bien qu'il y avait une nourriture, mais ce n'était pas clair. Et lorsque le conteur va disparaître, ce qu'ils percevaient dans les veillées n'était pas suffisant pour assurer la transmission. Et ce que j'explique dans le Vent du Nord, dans les fougères glacées, nous arrivons dans des périodes où la transmission est à la fois nécessaire, puisque nos enfants vont vivre dans des sociétés que nous ne pouvons pas même pas imaginer dans les 20-30 ans. Et pourtant, on voit à quel point il faut une dimension de transmission. Donc elle est à la fois urgente, impossible et nécessaire. Exactement comme l'était pour les conteurs créoles, la transmission pour les conteurs créoles était impossible parce qu'on changeait totalement de monde. Et que si on reprenait simplement la fonctionnalité mécanique, le monde ayant changé, devenant urbain et devenant le monde moderne, l'oralité créole a été balayée très très facilement. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'essaye de faire avec le Vent du Nord, c'est de dire que lorsqu'on est en face, lorsqu'on doit transmettre, dans le domaine artistique c'est évident, mais même dans la vie de tous les jours, dans nos rapports avec les enfants ou ce que nous avons à faire, ce que transmet fondamentalement une œuvre d'art, c'est à la fois une ouverture, c'est une stimulation, c'est un bouleversement, c'est une forme de connaissance qui n'a pas de, je dirais, qui n'a pas de dogme, et c'est un rapport à la beauté. Et le rapport à la beauté, sa puissance, s'il faut le prendre sous l'angle de la transmission, c'est que ce qui est transporté par le contact avec l'œuvre d'art qui vous donne une possibilité de rencontre avec la beauté, c'est la totalité de la perception. Totalité de la perception, à la fois la totalité de l'esprit, conscient et inconscient, l'imagination, la volonté, le corps est touché, la sensibilité est touchée. C'est assez fabuleux. Il n'y a pas plus puissant qu'une transmission par un choc esthétique. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est absolument important que dans nos périodes aujourd'hui, dans la lutte que nous devons mener contre le capitalisme, que nous redonnions aux arts, à la politique culturelle, à la culture, au vrai rapport à la culture, pas à la consommation culturelle, oui, mais véritablement le vrai rapport, je dirais, métabolisé avec l'œuvre d'art. C'est le seul moyen que nous ayons pour parvenir à ce nouveau degré d'humanisation que réclame notre rapport au vivant. Par rapport à la transmission, justement, dans le vent du Nord, dans les fougères glacées, on a une transmission lorsque le maître conteur est vivant, en tout cas dans Solibo, et dans les fougères glacées, on a une transmission alors que le conteur est mort. Exact, oui. C'est ça. Oui, parce que ça, j'ai jamais traité. Ce que j'ai compris lorsque j'ai analysé les veillées mortuaires, les veillées mortuaires qui se passent dans les plantations dans les Amériques, sont des traces de ce qui se passait en Afrique. L'Afrique est extrêmement présente. Ce n'était pas ce qu'on peut appeler la transmission communautaire. Lorsque dans une communauté, on avait un processus de transmission, ce processus de transmission, même s'il y avait des variations, des évolutions, la communauté essayait d'assurer sa pérennité. Ce qui va se produire dans les Amériques, c'est qu'on aura un héritage africain, mais cet héritage africain n'aura plus la force autoritaire ou totalitaire de la communauté. Pour résoudre cette équation, pour bien montrer que c'est pas ce qui s'est produit dans les Amériques, on ne peut pas dire que ça soit un petit bout d'Afrique qui a été déposé ici, là, et puis le petit bout d'Afrique est resté tel quel, et puis il n'y a plus qu'à le relier à l'Afrique perdue. Non, il va dire, ce que nous avons gardé de l'Afrique sont des traces. Et la trace, c'est une modalité de la transmission contemporaine, parce que la trace, a une capacité d'évolution, de rencontre, de synthèse, d'hybridation, etc. C'est ce qui va donner le gaz. Et ça me paraît absolument essentiel. Ce qui fait que lorsque le conteur parle dans la plantation esclavagiste, il va parler, quand on voit un peu la fonctionnalité de la veillée
c'est que lorsqu'il y a un esclave mort, les esclaves se rassemblent autour du mort et ils pleurent la personne qu'ils ont disparu, donc ils sont confrontés directement à ce qu'ils appellent une descente de la mortalité. Mais ce qu'il y a de terrible, chaque fois qu'un esclave meurt, c'est qu'ils découvrent obscurément leur mort symbolique en tant qu'être humain. C'est ça. Ce qui fait que quand le conteur va venir, il se met à côté du mort, il n'est pas tout près, mais enfin, il est en présence de la mortalité, et il va mener tout seul le combat contre la mortalité pour lutter à la fois contre, transcender la mort physique, et puis à la fois désigner la mort symbolique, parce que beaucoup d'esclaves ne se rendaient pas compte que la mort, qu'ils étaient morts en tant qu'être humain. Donc ceux qui ne le percevaient pas, ils devaient le ressentir dans la parole du conteur, et ceux qui éprouvaient cette angoisse obscure recevaient une sorte de, je ne dirais pas de clarification, mais une sorte de stimulation, je dirais une dynamique de vie qui leur permettait d'avoir la force d'aller plus loin et de tenter leur humanité. Ce qui fait que la création du conteur, elle est directement en face de la mort, accompagnée de la... Et ça qui est impuissant, qui est puissant. Et il me semble que c'est le propre de toute création artistique que d'être à côté de la mort. Et je crois que c'est le lieu le plus stimulant, le plus terrifiant, mais aussi le plus terrible, quoi. Alors, moi, je pensais aux correspondances, vous m'entendez? Non. Je pensais aux correspondances entre Solibo Magnifique et Bouliano, Nerele, Isicler, le dernier conteur dans le vent du Nord, dans les fougères glacées. Ce sont deux livres écrits à 35 ans d'intervalle. Solibo nous conforte d'emblée à la mort et au cadavre du conteur qui gît par terre, je ne sais pas si vous l'avez lu, il gît par terre à se défaire et à pourrir tout au long de l'enquête policière pour être autopsié à la fin et enterré seul, sans soins mortuaires, sous la dalle de sa maman, dans une de ces boîtes qu'accorde le bureau de la mairie ou de l'aide sociale. Donc là, on a une absence de rituel totale. Comme dit son ami Sidonise, il n'y a pas de bain de citronnelle, il n'y a pas de drap blanc, de bougies, de croix, de prières de femmes. Or, dans le vent du Nord, dans les fougères glacées, on suit un petit convoi qui part à la recherche du dernier conteur, Bouliano, qui est devenu inaccessible et silencieux depuis quelque temps. Ils veulent lui demander de désigner un successeur. Pour Bouliano, la démarche est complètement opposée. Il aura droit non seulement à un rituel d'enterrement, mais à un rituel singulier, digne du dernier conteur, inventé pour lui. Il sera enveloppé dans un tressage aux figures magiques amérindiennes, les premiers habitants de l'île qui étaient amérindiens avant le génocide, la traite négrière et le colonialisme. À la fin du livre, on a le sentiment que la barbarie absolue subie par Solibo Magnifique et ses proches se trouve réparée en différé par le rituel qui accompagne l'inhumation du dernier maître de la parole, Bouliano Nerele Isicler, élevé au rang de héros mythique. Je me suis souvenu alors de l'Iliade d'Homère, du moment où devant les murailles de Troie, le temps s'arrête, la guerre sanglante s'arrête pour laisser place aux funérailles du compagnon d'Achille Patrocle avec les rituels et les honneurs qui lui sont dus. C'est un moment d'élévation du poétique et de l'humain qu'on retrouve aussi lors du récit de l'inhumation de Bouliano. Donc je voulais vous demander, le contraste est grand avec le sort réservé à Solibo Magnifique. Comment comprendre cette réparation, cette différence de traitement du conteur 35 ans plus tard? Oui, parce qu'on est passé d'une, je dirais, d'une continuité. Moi, je pense que le rituel est lié au système communautaire.
un système communautaire, les communautés sont impossibles aujourd'hui. Dans la relation aujourd'hui, il y a une telle circulation entre les cultures et les civilisations que les individus, d'une certaine manière, sont dépris de la communauté de départ, même si pour chaque individu, en fonction de ses névroses, etc., peut être plus ou moins attaché à une culture. Fondamentalement, on est dans des processus d'individuation. Ce qui fait que nous échappons au corset symbolique que mettaient en place les communautés anciennes. Une communauté, c'est un corset symbolique. Et les rituels renvoient toujours à un ordre symbolique et à un sacré. L'exemple le plus terrible, ce sont les scarifications. On inscrit l'ordre de la communauté dans la peau. Bon, alors là, on a un autre phénomène aujourd'hui qui est assez stupéfiant, c'est le retour des tatouages et des machins, etc. Mais là, c'est un autre truc, c'est-à-dire que c'est une sorte d'ivresse de l'individuation. C'est-à-dire que chaque individu, il n'a plus l'ordre du rituel qu'on doit l'inscrire sur la peau. Chaque individu crée son propre, je dirais, son propre rituel. Moi, il y a quelque temps, je disais c'est un rituel laïque, qui ne renvoie pas à un sacré, qui renvoie à un vivre en relation ou à un vivre ensemble. Je crois que là, on peut laisser les rituels du côté des ordres symboliques totalitaires et nous dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des poétiques. Et ce qui fait que, avec Bouliano, lorsque le convoi va arriver, qu'ils vont trouver ce qui reste de lui, ça ne sera pas un rituel, parce que ça ne ressemble pas à une ronde traditionnelle telle qu'on essayait de perpétuer, etc. C'est véritablement un surgissement qui est basé sur l'improvisation d'individus. On a 3 ou 4 individus qui sont venus, qui n'ont rien décidé, qui n'ont rien concerté, et chacun, en fonction de ce qu'il va percevoir de l'expérience esthétique qu'il a produite, va rentrer dans un processus, exactement comme dans un orchestre de jazz. L'orchestre de jazz, il n'y a pas de rituel, et il n'y a pas d'ordre préalable, et ça ne renvoie pas à un ordre. C'est véritablement des individus qui expriment leur niveau d'expérience et de connaissance dans un déclenchement d'improvisation. C'est ça des poétiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme nous n'avons plus de communauté archaïque et que nous sommes des sociétés d'individus et qu'il nous faut quand même, du fait de la vie psychique, il y a quand même des seuils à organiser, je crois qu'il nous faut penser à des poétiques. Et donc c'est une grande réflexion à mener. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de retrouver les différents seuils d'initiation, etc. Moi, je pense que ce serait une erreur et que les poétiques, ce qui se passe véritablement à la fin du vent du Nord, c'est véritablement la poétique est improvisée, elle a une dynamique individuelle, mais sa dynamique individuelle est immédiatement solidaire des autres improvisations, ce qui fait que la poétique crée un vivre en relation, qui n'est pas le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quand on était tous sous le joug de systèmes symboliques partagés. Dans le vivre en relation, on est dans la mise je dirais, en interrétroaction de systèmes symboliques individuels. Je ne sais même pas si on peut parler de système symbolique, de système de représentation, de pôles d'identification qui sont purement individuels. C'est cette complexité-là que nous avons du mal à comprendre. Pourquoi pèse sur nous le vieil imaginaire communautaire. Mais Mandelgas, qui le couvre de motifs amérindiens, se réfère à un ordre qui était là avant les grandes catastrophes. Oui, mais elle improvise. Ah oui, non, mais elle improvise, mais pas avec n'importe quoi. Elle improvise avec ce qu'elle a, c'est-à-dire elle a toutes les fibres d'un roman et elle va improviser un truc, quoi, une sorte de... Parce que c'est d'ailleurs. Hein. Moi, je voulais revenir sur le compteur La Nuit, le panier, pour donner une impression que j'ai eue. C'est-à-dire que, pour moi, le compteur La Nuit, le panier, c'est comme un grand conte à énigmes, je dirais ça. C'est-à-dire que, d'abord, il y a 3 énigmes qui sont posées au départ. La position impossible du compteur résistant dans l'implantation, l'obligation d'attendre la nuit pour compter et le risque d'être transformé en panier. Alors ces 3 énigmes-là, vous y répondez. C'est très satisfaisant pour l'esprit. On se dit, voilà, on a tout compris. Mais
Voilà, ça nous fait plaisir, mais on replonge très vite dans les énigmes pour lesquelles il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire l'énigme de la création, l'énigme du surgissement de la parole. Et vous nous dites que essayez d'approcher ces questions-là, donc ces énigmes-là. Ça passe par les émotions, ça passe par les sensations, ça passe par le corps en fait. Et la plus belle énigme avec un élément de réponse que vous nous donnez concerne la littérature. Qu'est-ce que la littérature? Il n'y a pas de définition de la littérature. Quand elle est là, on le sait. Quand elle n'est pas là, on le sait. Ça va absolument. Oui, ça c'est. Je pense que tout artiste problématise son art et il questionne son propre art et il essaie d'en percevoir l'irréductible. Ce qu'un art exprime, et il est le seul à pouvoir l'exprimer, sinon on n'aurait pas cette palette d'arts différents. Et il est précieux que le grand artiste, c'est toujours celui qui va se rapprocher le plus de l'irréductible de son art. Ce qu'il va faire, aucun art ne pourrait le faire. Il peut inspirer d'autres arts, mais la manière dont il l'a fait, c'est son art seul. Et pas seulement son art, mais aussi je dirais sa singularité. Et c'est ça qui me paraît important. Ce qui fait qu'il y a une interrogation de ce que l'art qu'on pratiquait. Et c'est vrai que j'ai cette problématique-là depuis très longtemps. La littérature, c'est une énigme. C'est une énigme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans la plupart de mes romans, l'acte de création est mis en scène. On me voit en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire, et je me décris en train d'agir. Simplement parce que je crois que là, on n'est plus dans l'ancien imaginaire de la fiction du 19e, où on créait l'illusion chez le lecteur. Le niveau de conscience que nous avons aujourd'hui supporte très bien les coulisses de la création. Et on est même plus heureux quand on voit les coulisses de la création et on voit le surgissement de la création, sans résoudre le mystère de la création. Parce que c'est une esthétique contemporaine. L'esthétique contemporaine, elle est totale. Mais il y a une problématisation de l'art que l'on pratique. Et croire que la littérature, on sait ce que ce serait une erreur. Un grand artiste, à chaque fois, il regarde ce qu'il a ramené de la littérature quand il a produit quelque chose. Il est curieux de savoir ce qu'il a appris. On croit avoir appris quelque chose, mais ce qu'on a appris ouvre de nouveaux mystères et c'est pourquoi on a encore l'envie d'aller plus loin et d'écrire autre chose. Ça, c'est toujours aller vers... C'est ça, c'est toujours aller vers l'inconnu, vers l'ouvert qui est devant. Oui, parce que fondamentalement, les imaginaires humains produisent de la réalité, des réalités dans lesquelles nos croyances, nos valeurs, en fait, tous ces trucs, on vit dans des petites réalités. Mais l'artiste, qui est l'héritier d'ailleurs du sorcier, lui, il est en face du réel. Et le réel, c'est la totalité de tous les possibles, de tous les invisibles, etc. Ce qui fait que le fait d'être en face du réel et d'interroger son art en face du réel, donc d'une infinie complexité, d'un mystère inépuisable, de l'impensable, permet à l'acte de création lui-même d'avoir cette alchimie qui est absolument déterminante et qui fait qu'un acte de création n'est jamais rationnel. C'est la mobilisation totale du conscient, de l'inconscient, la totalité de l'esprit. Dans l'esprit, il y a le conscient, l'inconscient et il y a l'âme. Alors qu'est-ce que c'est l'âme? Je ne sais pas. Il y a ce lieu particulier. Moi, je crois beaucoup à l'âme. C'est Morin. Moi, j'ai toujours été fasciné de voir Edgar Morin, qui est scientifique, machin, il parle de l'âme, quoi. Pas comme on fait les religieux, mais effectivement, si on sait que les êtres humains en général, mais le créateur conscient, inconscient, activité rationnelle, activité consciente, et puis l'immense océan du subconscient, et c'est pas une partition franche, et que cette espèce de, je dirais, d'inter-rétroaction permanente
va créer ce qu'on peut appeler l'âme. Parce que chaque individu a une interrétroaction entre les deux parts de l'esprit qui donne des couleurs et des vibrations différentes. Ce qui fait que lorsque le créateur est en face du réel, il demeure dans la complexité de ce qu'est l'humain. Et c'est là l'œuvre d'art est intéressante, parce qu'une œuvre d'art, lorsque nous parvenons à entrer en contact avec elle, libère l'alchimie de la totalité de l'esprit. Et c'est en cela que l'œuvre d'art ouvre toujours des lieux de, je dirais, un niveau de conscience beaucoup plus large qu'il ne l'était auparavant. Et c'est pourquoi il faut absolument redonner une place centrale à la culture, à la créativité, aux arts. Bon, nous sommes 3 femmes à vous accueillir ce soir, n'est-ce pas? Alors, je mets le micro. Nous sommes 3 femmes à présenter la trilogie du conteur ce soir. Ça m'a donné envie de parler de 3 femmes qu'on trouve dans le vent du Nord et les fougères glacées, et aussi un peu dans le conteur La Nuit et le Panier. Je veux parler d'Anaïs Alicia, de Mandelkas et de Jeanne Yvette, car elles se tiennent chacune sous un angle particulier face à l'impensable. Dans Solibo Magnifique, vous parlez de grands conteurs qui avaient le goût du mot, du discours sans virgule, n'est-ce pas? Et voilà que 35 ans plus tard, apparaît dans Le Vent du Nord, dans les fougères glacées, une jeune femme qu'on qualifie de virgule. Hein? De virgule vivante ou d'anecdote. Elle est arrivée dans le groupe des amis du conteur Bouliano, en anthropologue, avec ses chaussures phosphorescentes et son ordiphone. En ce temps de tristesse, dit le narrateur, elle voulait rencontrer le maître conteur. On apprend ensuite qu'elle aurait voulu devenir conteuse, c'était son secret. Une jeune femme donc traitée d'anecdote, mal accueillie au départ, sauf par Mandelkas, qui est l'autre femme, celle qui a les paniers de Caraïbes, hein, et qui s'accrocha au petit convoi vers les hauteurs en cachette. Elle suit le convoi en cachette. On apprendra son nom beaucoup plus tard, seulement à la page 270, Anaïs Alicia Carmélite. Ce nom lié au regard du groupe sur la métamorphose de la jeune femme qui met du temps à advenir, pour le rapporteur de la montée vers les cases, elle deviendra, à la fin du roman, mon Anaïs Alicia, notre fille, Notre-Dame. Reste la question d'où elle provient vraiment. Était-ce Bouliano, dit le narrateur, qui l'avait envoyée? Était-elle une de ses nombreuses filles naturelles? Avait-elle vraiment désiré être conteuse? Ou n'était-elle venue que pour un simple petit selfie avec le maître de la parole? Qu'était-elle devenue? Pour le narrateur de l'histoire, elle deviendra pour finir notre croiseur interstellaire. Je me suis retrouvé à Star Wars. C'est en effet un grand vaisseau interstellaire. Quel est le message qu'elle va écrire dans le ciel? Comment comprendre ce crescendo dans l'apparition et la carrière mythique d'Anaïs Alicia Carmélite qui passe imperceptiblement de virgule en croiseur interstellaire pour disparaître par la suite avec peut-être le jeune Populo, ils sont peut-être partis en couple, emportés dans les remous du monde. Ça, c'était une première femme. Une deuxième, c'est à la recherche du conteur, Eman Delcas, Deliciade Delcas. Ses ancêtres sont amérindiens, les plus anciens habitants de l'île, ayant subi le génocide. Elle garde sur elle toujours son vieil éventail de vannerie donné autrefois par Bouliano et qui l'amènera à la vannerie de paniers Caraïbes de grande tradition. Elle réussira à prendre à la dérober à son maître vannier
qui lui apprend les paniers, les motifs amérindiens à portée magique. Hein. Sa montée vers le haut du morne la confrontera au réel ancestral. Par l'appropriation, l'invention, comme on disait tout à l'heure, de la vannerie de ses ancêtres, avec ses faisceaux de fibres incroyables qu'elle découvrira aussi dans les cases du monde ancien, elle donc va entourer ce qui reste de Boulianon avec ça, et c'est elle qui, que je trouve, qui nous amène vraiment vers le réel de l'impensable. Et la troisième femme, en filigrane elle un peu, c'est la conteuse de l'enfance. C'est Jeanne Hidette, une jeune fille de la campagne qui vous racontait des contes quand elle séjournait chez les voisins. Elle racontait des histoires effroyables, entendues dans des veillées familiales. Elle créait la terreur, tout de suite, puis la terreur comme seule histoire, puis la terreur encore. Vous dites. Dans ma recherche sur les contes, j'ai souvent rencontré ça, que l'on ne se souvient plus du contenu de l'histoire, mais on a retenu l'émotion forte de la terreur. Donc, vous posiez la question plus tard, la toute-puissance du conte. Est-ce la terreur face à l'impensable? Oui, le conte, comme toutes les œuvres d'art, lorsque la rencontre s'effectue, aujourd'hui nous sommes plus dans la consommation de la culture, et cette consommation de la culture qui est prodigieuse, hein, elle est très élevée. On n'a jamais eu autant d'occasions de pouvoir se cultiver, et c'est vraiment l'époque où l'obscurantisme planétaire progresse. On voit des milliers de personnes. Quand on voit l'Amérique de Trump, le Brésil de Bolsonaro, l'extrême droite en Europe, on se dit qu'il y a véritablement... la culture ne joue pas véritablement son rôle. On a un niveau théorique important, mais en fait, le consumérisme, l'imaginaire néolibéral nous a transformés en consommateurs, et cet imaginaire nous oblige, enfin nous amène sans qu'on le sache, à consommer de la culture. Alors l'œuvre d'art par définition n'est pas consommable. L'œuvre d'art par définition n'est pas consommable. Je regarde les textes de Glissant, je relis Césaire, Saint-Gueule-Perse, c'est inépuisable, ça fait des décennies que lorsqu'on a une œuvre d'art, elle remplit une vie, elle accompagne des cheminements de conscience, et c'est ça toute la problématique que nous avons pour nos politiques culturelles, comment réinstaller les modalités d'une rencontre véritable, la démultiplier, la démocratiser, et ça c'est très difficile. Mais l'œuvre d'art, lorsqu'on la rencontre et que la rencontre s'effectue, ce qui est très très difficile, il faut des médiateurs, parce que l'art contemporain demande de la médiation. Mais lorsqu'on est en face de l'œuvre d'art, il faut que la rencontre se produise, et la rencontre va se produire par une stimulation totale de toute la perception. La totalité de la perception est touchée. Pourquoi la totalité de la perception est touchée? Parce que l'œuvre elle-même est produite par la totalité de la perception du créateur, le grand créateur. Le grand créateur, il ne crée que dans la mobilisation catastrophique de toutes les potentialités de son esprit face au réel, et ça produit un surgissement, il saute dans l'inconnu et ça produit un surgissement avec tellement de vibrations que cette vibration se transmet. Cette expérience nourrit à ce moment-là, de manière individuelle, les vibrations personnelles. Et c'est ça que transmet l'expérience esthétique. Elle est infiniment puissante. Et c'est l'expérience esthétique qui peut permettre les modifications, les changements de l'imaginaire. Ce n'est pas les discours rationnels et machin. Nous sommes obligés d'avoir, là, pour nous débarrasser du néolibéralisme, qui a tellement intégré notre imaginaire, il faut une modification de l'imaginaire. Et ça ne peut se faire que par des stimulations esthétiques. Parce que la stimulation esthétique prend en charge la totalité du corps et de l'esprit. Et c'est ça qui me paraît important. Et c'est ce que je montre dans Le Vent du Nord,
ce qui va se produire dans tout le cheminement vers le conteur, c'est une expérience esthétique. Et là, ils vont être tellement bouleversés qu'ils vont retrouver leur créativité individuelle et qu'au lieu de faire un rituel, à la fin, ils vont se lancer dans une poétique. Hein, ils vont faire Diaz, par exemple. Autour du conteur créole, ils vont faire une cérémonie Diaz. Et c'est quand même intéressant de voir, Vicent s'intéressait beaucoup au Diaz pour ça, parce que le système des plantations a donné comme quintessence créatrice, a donné le jazz, quoi. Et c'est ça qui est Bah oui, il y a Baudelaire et jazz d'ailleurs que vous avez. Oui, voilà, qui était. Mais là, par rapport à Anaïs, Alicia, vous voulez nous dire un peu plus oui, alors, parce que oui. quand même. Alors Anaïs Alicia, c'est la modernité actuelle, hein, donc c'est la jeunesse actuelle, dans les accélérations technologiques, parce que le monde a changé. Le monde est fait, hein, le monde tellement le mien, mais le monde qui vient, qui sera celui de nos enfants, est fait d'un effondrement de la nature, d'une prolifération urbaine qui devient déterminante, d'une immanence du numérique avec l'intelligence artificielle et d'une présence de plus en plus affirmée du cosmos. Et ça a plus l'effondrement de la nature, c'est-à-dire toute la crise écologique, la mutation climatique, etc. Ce qui fait que le monde à venir est complètement imprévisible. Et c'est pourquoi la transmission est impossible, parce qu'on ne peut pas transmettre une manière de vivre dans un monde qu'on ne peut pas imaginer. En revanche, si cette transmission est une expérience esthétique, c'est intéressant. Alors nous sommes dans la relation, nous ne sommes plus dans l'ordre communautaire. Et dans la relation, le devenir est imprévisible. On ne sait pas. Le personnage, dans l'ordre communautaire, je me rappelle quand j'étais petit, on dit quel est le nom de ton papa, quel est le nom, tu viens de quelle commune. Il y a toujours la structuration communautaire. Alors que dans la relation, les liens sont extrêmement faibles. Ils sont comme dans les orchestres de jazz. L'orchestre de jazz ne dure pas très longtemps. Les liens sont faibles, les personnages passent. On n'a même pas leur origine et on ne sait pas leur devenir. Ce qui fait que c'est véritablement un personnage de la relation qui va vivre une expérience esthétique et qui va poursuivre dans l'imprévisibilité du monde. Et l'autre élément, bon, il y a beaucoup de femmes, d'abord parce que les sociétés américaines sont des sociétés matrifocales, parce que ça a permis une réorganisation de la famille. Hein. On connaît les familles matrilinéaires, matrifocales, etc. Mais l'ordre effectivement familial est organisé autour des femmes. Et ce qui ne veut pas dire que toutes les potentialités féminines soient mobilisées. Là, il y a encore des sociétés machistes, etc. Mais les femmes sont déterminantes. Donc quand il y a un mouvement qui peut être un moment important, dans tous mes romans sont des romans féminins, pratiquement. Parce que j'accorde, sans être féministe, hein, j'accorde à la femme une importance incroyable. Je pense qu'il y a d'abord il y a une part de l'humanité qui doit retrouver la totalité de son expression. C'est dommage, l'espèce humaine s'est privée d'une certaine manière d'une plénitude de l'expression de la dimension féminine. Et puis il y a, par le biais de la femme, il y a quelque chose qui est important dans la création et qui est important pour l'accomplissement de tout être humain, qu'il soit homme ou femme, qui est la grâce de la féminité. Hein. C'est une grâce et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation très particulière où nous échappons au sexe, hein, pour exprimer des complexités individuelles. Et les hommes ont à récupérer leur féminité, les femmes, beaucoup de femmes aussi à récupérer les féminités. Et ce qui nous rapproche le plus de la féminité, je crois que c'est la structure féminine. Ce qui ne veut pas dire que la femme sera la seule à détenir. Les grands artistes sont très féminins. La grâce féminine habite toujours les grands artistes. Et un grand artiste femme ou un grand artiste homme, c'est généralement des gens qui ont mobilisé la grâce de la féminité. Et ça, c'est important. Donc, politique qui va se faire au moment où ils vont récupérer ce qu'ils ont vécu comme expérience esthétique avec la parole du conteur, et au moment où chacun va vivre l'imprévisible de son devenir, c'est important qu'on ait la possibilité de la grâce féminine. Bon.
Voilà. Quoi donc? Il faut arrêter, on peut finir avec une dernière question? Très courte parce que Oui, elle est plutôt courte. Moi, je voulais juste vous demander, vous avez l'air de prendre le chemin inverse de Malmort, où on voit un convoi qui descend avec 3 bougres, 3 jobeurs qui vont charrier un cadavre à l'église du bourg en vue de l'enterrement. Là, je me réfère au roman d'Édouard Glissant. Et cette descente se fait aussi par des chemins qui sont secrets. Je ne veux pas m'étaler plus, mais on a l'inverse dans la remontée qu'on a avec Bouliano. Est-ce qu'il y a quelque chose, puisque vous dites que ce roman de Malmort a changé votre vie, est-ce qu'il y a un rapport avec cette inversion? Ah oui, oui, là ce serait très long à expliquer. Hein. Non. Ils redescendent, ils vivent dans les hauteurs, donc il fallait ramener le corps à l'église pour qu'il y ait l'onction. Donc ils redescendent vers les habitations, vers les bourgs. Et Glissant, dans sa lecture des paysages, il établissait deux lieux, il a même créé 2 lignées de familles. Lorsque les colons vont arriver, ils vont occuper toutes les zones côtières et tout ce qu'il y avait de plat, parce qu'il fallait faire des champs de cannes de café, etc. Et puis ils étaient très embarrassés parce que toute la Martinique est très, très chaotique. Hein. Il y a beaucoup de mornes, il y a des pics, etc. Donc il y a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivables. Ce sont les mornes, les grands mornes. Et Glissant disait qu'il y a les hauts et les bas. D'ailleurs, les colons, lorsqu'ils désignaient les hauteurs, les mornes, ils disaient le pays gâché. C'est le pays qu'on ne peut pas exploiter, etc., etc. Donc il y a une structuration et la 2 lignées, la lignée des Bélus, qui va être ceux qui sont restés dans la plantation et qui dans la plantation ont pratiqué le détour, le phénomène de créolisation, hein, il appelle ça le détour, c'est-à-dire c'est une forme de résistance qui n'est pas directe, mais qui existe. Par exemple, dans Malmort, ils vont ramener le corps vers l'ordre habitationnaire et vers l'ordre religieux, mais pendant tout le chemin, ils auront une danse africaine. Ah oui, Une créativité, la manière de marcher, les pas corbeaux, etc. C'est véritablement une créativité individuelle. Donc il y a un acte créateur malgré le fait que... Donc le fait de monter vers Bouliano, ils reprennent le chemin vers le haut, parce que Glissant disait, on a le bas qui est l'ordre plantationnaire, et puis on a les hauts qui sont les lieux des nègres marrons. Donc monter dans les Antilles, c'est aller vers le symbole de la liberté, et descendre, c'est aller dans, je dirais, dans l'alchimie de la colonisation. Et voilà, c'est ça. Donc la montée vers Bouliano, c'est une montée vers la liberté créatrice. On va demander à Jean Morin de venir nous lire un extrait. Chamoiseau, je vis des choses derrière des choses. Les créatures des contes ne sont nullement décrites par les conteurs, encore moins par Bouliano. Personne ne sait à quoi elles ressemblent, ni surtout à quoi elles ne ressemblent pas. Quel est le genre d'un zombie? Quelle est l'allure d'une diablesse? Quel portrait envisager pour un tisse-à-petit ou pour une bête à m'enhiber? Néanmoins, ce jour-là, la croix signée en y pensant, je crus les surprendre dans une brume polaire. J'ajustai les paupières et alors que je n'aurais pas dû les reconnaître, ne les ayant figurés qu'en chimère que la crainte nourrissait, je les vis, claires et nettes, et je les reconnus. Dans l'ombre d'un acacia, je vis une couronne de diablesses écorchées portant leur peau dans le creux inversé du coude de leur bras gauche. Je vis des froimagers animés de lucioles avec de temps à autre le clignotement sauvage que font les soucougnants, ces calamités de lumière que nul n'a jamais vues. Je vis
l'anticrit et des bâtons volants. Je vis de faux anges, des cercueils debout sur des Santiago noirs, un cheval à 3 pattes qui claudiquait à contretemps. Je vis de gros bébés de 100 kilos qui semblaient des coquemars, des diables d'argent et des diablesses parées de satin noir et de longues dentelles blanches. Je vis un dorli atteint de priapisme, suivi d'une procession de dormeuses empressées à la crécelle d'un vieux rara de semaine sainte. Je vis l'homme sans tête, la main noire qui fouillait dessous les robes des mulâtresses et ces gardiens de trésors qui veillent sur des jarres d'or dans les terres interdites des béquets. Je vis princesse Anacaona et lapin blanc lui-même. Je vis des gens gagés et des maskililis. Je vis des tigres à jaquettes noires, des caïmans à grands chapeaux et des macaques qui paraissaient savants. Je vis Saint-Benoît, Saint-Boulevers et Saint-Christophe. Je vis Saint-Expédie et Saint-Jacques Majeur. Je vis l'Éternel qu'on crie ici les ténèbres. Je vis des petits monstres et des petits sapotilles. Je vis Maman de l'eau et Marianne de l'eau sale. Je vis des clous de cercueil et des cravages de corps de Mao dansant sur leurs 2 pieds. En reprenant mon escalade, je pouvais les nommer dans ma tête avec la même terreur qu'au temps de mon enfance ou de mon âge enchanté dans le sillage des grandes veillées. Bouliano m'avait ramené à des angoisses de petits bougres. Ces créatures m'avaient toujours épuisé d'émotion. Bébert, devant cette féerie en cavalcade autour de nous, gardait une tête de pain rassis, s'arrêtait comme le prophète Daniel dans la salle fosse au lion, prenait note, griffonnait la silhouette d'un zombie, puis hâtait son escalade afin de me rejoindre. J'avais, sans le vouloir, accéléré la marche jusqu'au tempo de la fuite. Et c'est là que je m'aperçus, que la jeune fille m'avait foute dépassé. Elle n'avait nullement précipité le pas, c'était plutôt moi qui avais désaccordé le mien dans une hésitation entre filer, monter et redescendre à double vitesse. Elle m'avait dépassé du simple fait de sa sérénité. Elle regardait les créatures mener leur cirque alentour d'elle comme autant de petites gourmandises. Les siennes n'étaient sans doute pas celles qui me serraient de près, mais à mon avis de tourmentée, elles devaient relever d'une même engeance pas très sympa. Étrangement, l'infernale sarabande réveillait sa détermination. Elle avançait avec plus de quiétude qu'un vaisseau amiral dans un grain de bassine. J'organisais mes esprits pour ne pas me laisser distancer. Bébert avait dû capter la manœuvre, je le sentis pendu, serré à mes talons, soucieux du moindre millimètre. Je pris alors conscience que la jeune fille dansait. J'avais cru qu'elle trottait au bizarre à cause du sol instable, mais je réalisais plusieurs qualités de choses. Les traces naissaient devant ses pas sans attendre d'être mandées du bout de son pied gauche. Elles étaient bien affirmées sous l'allégresse de ses baskets fluo. Pour mes bottines anxieuses, elles demeuraient fragiles. Je me demandais où diable elle avait appris à ordonner aux traces quand je compris, tonnerre du sort, ceci. Son corps suivait les ondes d'un plaisir intérieur. Une exaltation acquise au contact de ces brumes délirantes. Son contentement insolite rappelait celui des danseurs bienheureux. Bébert et moi demeurions au bord de ces mirages, avec la crainte de nous y perdre sans une miséricorde. La jeune fille n'avait pas ce vieux rat dans la tête. Elle était entrée dans ce simili-monde, l'acceptait, le célébrait aussi. Elle avait eu ce même enthousiasme aérien au contact de nos vieilles survivances ou quand elle avait suivi Mandelka dans la case effrayante. Elle balançait les bras, tendus le long de sa virgule de corps, mains ouvertes comme de petites corbeilles accueillant la rosée. Elle offrait le visage vers le haut, à la gauche, à la droite, sous les élans d'une gratitude. J'avais déjà vu cette attitude chez Bouliano. Merci. On va terminer cette soirée par une petite surprise. On a convoqué, on a demandé à une conteuse de venir. En
fait, je suis tombée tout à fait par hasard sur un recueil de comptines et de chansons antillaises qui avait été, des chansons et des comptines rassemblées par Marie-Madeleine Carbet, l'écrivaine, donc poétesse martiniquaise, peu connue, je pense, maintenant. On l'a un peu oublié, c'est dommage. Et alors, je ne connaissais pas les contes, j'ai lu ce recueil, c'est absolument sublime. Et nous allons entendre peut-être un conte que tu as entendu dans ton enfance, une comptine de ton enfance, peut-être, j'espère. Simplement, elle disait, enfin, en frontispice en fait, de ce recueil, elle disait à tous les enfants de mon île natale, ainsi qu'à ceux des nôtres qui n'ont pas perdu leur enfance, tout simplement. Ceux qui n'ont pas perdu leur enfance. Voilà. Et donc, la conteuse, c'est Marianne Mathéus, que tu connais. Voilà. Oui. Oui. Yaki. Ah là. Si nous la, dis-nous la, oui nous la. Nous la. Oui. Si nous la, dis-nous la, oui nous la. Oui nous la. Ah bon. Yaki. Vous voyez Sylvie Pathé très gentiment quand elle m'a présenté cet ouvrage que je découvre moi-même. On va faire un panoramique. Voilà, m'a dit, peut-être c'est bien d'introduire le cric et le crack. Voilà, ça vient d'être fait. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Il paraît tant pour comprendre des mots quatre paroles à Marie-Madeleine Carbet. Yannick! Belle assemblée, merci beaucoup. Messieurs et dames, la société nous dit bonsoir. Bonsoir. Et je vais me mettre au pupitre. Quick. Zagayak. Le Zagayak est un petit cragontillais. Cric. Zagayak, va faire croire tes histoires aux palourdes un peu gourdes. Cric. C'est vrai que tu dessines des pages et des pages de tes 8 pattes fines en courant sur la plage. Cric. Quant à lire, tu veux rire. Zagayak, elle est sans tête, donc trop bête. Cric. Et le deuxième texte proposé ce soir, toujours de comptines et chansons de Marie-Madeleine Carbet, est le suivant. Écoute ma prière dans la plainte du vent. Cueille pas, coupe pas le cabouya ici. Va ailleurs, va là-bas, dans la savane en fleurs, cueillir le cabouya. Mes cheveux sont vivants, car je suis prisonnière. Un géant a brisé ma baguette magique. Coupe pas, cueille pas le cabouya ici. Va ailleurs, va là-bas, dans la savane en fleurs, cueillir le cabouya. Mon cœur est sous la pierre qui me tient prisonnière. Au soleil, mes cheveux poussent dans l'herbe drue. Cueille pas, coupe pas le cabouya ici. Va ailleurs, va là-bas, dans la savane en fleurs, cueillir le cabouya. Quand on me peigne le vent, c'est ma voix qui supplie, qui t'implore en passant, qu'il fasse jour ou nuit, cueille pas, coupe pas le cabouya ici, va ailleurs, va là-bas, dans la savane en fleurs,
peut lire le kabouya, la fée captive ou l'herbe chevelure.